La France est-elle assez impliquée dans la crise syrienne? Que peut-elle faire de plus ou d'autre pour mettre un terme aux violences? Chacun semble-t-il a son idée sur la question. Le problème aujourd'hui, c'est l'écart entre les idées, le possible et les contraintes de ce conflit. Bonsoir Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous travaillez actuellement sur une mission d'évaluation sur la place de la France dans l'OTAN. Et la défense européenne. On va en parler dans un instant avec vous. Un mot tout d'abord, bien sûr, de la situation en Syrie. L'armée régulière est toujours très agressive avec la rébellion qui tente, comme elle le peut, de se défendre. L'armée de Bachar al-Assad utilise notamment ses hélicoptères et ses avions. Faut-il instaurer une no-fly zone sur le pays? Mais qui l'instaurerait? La communauté internationale. Mais est-ce qu'elle existe? Parce que dès lors qu'on voit qu'au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine, systématiquement, considérant qu'elles ont été dépassées par ce qui s'est passé en Libye, après avoir laissé passer une résolution à l'origine au type du chapitre 7, dès lors qu'elles ne veulent pas de décision du Conseil, il n'y a pas de communauté internationale constituée. Il y a des Occidentaux qui voudraient intervenir parce que cette répression est trop cruelle, trop atroce, cette guerre civile est effrayante. Quelques pays arabes, ils sont partagés. Alors que dans l'affaire de Libye, ils étaient plutôt unanimes à, disons, à ne pas redouter la chute de Kadhafi. Voyez. Donc il y a énormément de différences entre les deux situations. Donc aujourd'hui, quelle est l'autorité légitime qui pourrait décider? Ça ne peut pas être les Européens tout seuls, en fait. Donc on laisse les massacres continuer? Non, il n'y a pas de on. Il n'y a pas une entité qui dit « je laisse ». Malheureusement, on est dans un monde où les Occidentaux ne font... Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais les Occidentaux ne font plus la loi. On n'est plus on contrôle plus le système mondial. Et on le voit bien sur d'autres terrains. D'ailleurs, vous savez, dans les négociations OMC, on tombe sur d'autres pays où la Chine s'oppose à nous sur la propriété intellectuelle, où les États-Unis et les émergents sur les questions d'écologie. C'est pas que sur le terrain de la Syrie. Donc c'est pas parce qu'on est simplement indigné. Que faut-il à juste faire titre, à ce moment-là, Hubert Védrine? Faut-il, comme l'a dit ingrat. Barack Obama, travailler peut-être en dehors des arcanes du Conseil de sécurité de l'ONU? Faut-il laisser les choses se faire jusqu'à ce que, par exemple, le régime syrien n'ait plus d'argent? Ou faut-il essayer d'en faire un tout petit peu plus en envoyant du matériel, en envoyant des hommes sur place? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites simultanément, entre lesquelles il ne faut pas choisir. Il y a faut faire certains pays arabes envoient du matériel aux insurgés, par exemple. La résistance syrienne, aux opposants. Il y a des actions humanitaires. On voit ce qui est fait avec l'hôpital français. Il y a l'action politico-diplomatique pour rendre progressivement plus gênante pour la Russie et pour la Chine leur opposition. Pour le moment, ils sont en phase. L'opinion russe est derrière Poutine à ce sujet. Parce que la lecture par l'opinion russe, c'est si le régime tombe, même s'il est horrible, il y aura un système islamiste extrémiste et ce sera une base arrière qui va relancer la guerre civile islamiste dans le Caucase. Ça, c'est la lecture russe. Donc il faut trouver des arguments qui fassent bouger les Russes sur ce point. Peut-être accepter de travailler plus avec eux, leur donner des garanties sur ce que serait leur influence dans le régime suivant. Le vrai problème, c'est la Russie, parce qu'on n'entend finalement pas beaucoup parler de la Chine en dehors du Conseil de sécurité. Je pense que si la Russie bougeait, la Chine ne bloquerait pas elle seule, en fait. Donc le vrai problème, c'est plutôt la Russie. Ça fait d'ailleurs des mois et des mois qu'on peut penser que même les Européens et l'Arabie, tout ça, le Qatar et la Turquie ne peuvent pas trouver une solution sans la Russie. Donc c'est dur à vivre, c'est pénible, c'est insoutenable quand on voit les images de massacres et puis qu'on est obligé de dire ça. Mais c'est la réalité du monde. Donc on ne peut pas dire brusquement comme ça qu'il y a une façon magique de dénouer le conflit. Un pays tout seul ne peut pas intervenir. Jean-Yves Le Drian nous disait hier soir que la France a envoyé du matériel de communication à la rébellion. Est-ce qu'il faut faire plus? C'est une façon d'aider. Des armes, par exemple? Non, mais il y a les armes, c'est autre chose parce que vous ne savez pas où elles vont après. C'est ça la question. Les armes, on l'a vu dans l'affaire libyenne. Donc vous notez des armes, mais je répondrai à ça en disant que si on avait une opposition plus structurée, plus crédibilisée, ça serait plus facile de les aider plus. Et un des problèmes depuis la rébellion face à ce régime asphyxiant, qui est celui d'Assad, c'est qu'il y a plusieurs courants, il y a plusieurs conseils représentatifs qui n'arrivent pas à faire émerger un vrai leader et un vrai scénario de transition. Ça, c'est une aide politique utile pour eux. D'où l'idée des conférences que Laurent Fabius prépare. C'est une bonne idée de mettre l'ensemble des pays qui veulent aider, encourager, renforcer, accélérer un processus de transition en Syrie, essayer de décrire ce qui se passerait après. Ce que les Saoudiens avaient réussi à faire finalement au Yémen, après une longue période de guerre civile. Donc qui aurait le pouvoir dans la transition, quand est-ce qu'il y aura des élections après? Il y a un énorme travail politique à faire qui ne s'oppose pas aux autres formes d'action que vous avez citées. Mais de toute façon, on n'est pas les maîtres du monde, il faut que le pignon comprenne ça. Vous voyez. Combien de temps ce régime peut-il encore tenir dans les circonstances actuelles? J'en sais rien, mais enfin, chaque jour qui passe l'affaiblit. On voit que les défections, cela dit, c'est plutôt des personnalités sunnites, kalawites, les défections. Par exemple, l'ancien Premier ministre. Mais on voit qu'il est en train de se... On parle de semaines, on parle de mois. Votre avis sur la question?
Oui, j'en sais rien, au doigt mouillé, c'est entre des semaines et des mois, mais c'est un régime qui ne peut pas, dans la durée, qui ne peut pas survivre. D'où la question de la suite, d'où la nécessité de faire un travail politique pour crédibiliser la suite. Et plus la suite sera crédible aux yeux même des minorités en Syrie, qui trouvent horrible la répression, mais qui continuent à avoir peur potentiellement d'un régime sunnite, extrémiste, islamiste qui viendrait après, on les aiderait à ce que ça aille plus vite. Est-ce que vous estimez que François Hollande est trop en retrait sur ce dossier? On n'a pas beaucoup entendu le président de la République, on a entendu le ministre des Affaires étrangères, on avait ici même hier soir le ministre de la Défense. Oui, c'est normal. D'ailleurs, dans l'affaire de Libye, Alain Juppé avait joué un rôle déterminant pour faire passer la Donc rien de la choquant dans résolution l'attitude silencieuse, en tout cas de François Hollande sur ce dossier ces derniers jours. C'est des polémiques d'été, ça. Hein. D'accord. Ça n'a pas tellement de rapport avec la réalité du terrain. Et encore une fois, ça ne dépend pas de la France seule. Et le travail est fait par les relations avec l'ensemble des pays voisins qui voudraient trouver une issue sans que ça déclenche une guerre civile régionale. Donc il ne faut pas confondre les théâtres nationaux, théâtres au sens politique, hein, Un mot et puis de la votre réalité activité. des choses. Un mot de votre activité, de vos activités actuelles. Vous avez été chargé par François Hollande d'une mission d'évaluation sur la place de la France dans l'OTAN. On sait que vous n'étiez pas franchement favorable au retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Je ne le fais pas encore puisque je commence cette mission et je remettrai mon rapport à François Hollande fin octobre. Est-ce que vous avez déjà Assez des vite éléments pour que ce soit utilisable par la commission qui est chargée de redéfinir leurs avantages et inconvénients sur le plan militaire, budgétaire, diplomatique, politique. Mais la vraie question, c'est dans le contexte actuel, on est dans l'OTAN, les États-Unis se préoccupent plus de l'Asie, ce qui est d'ailleurs normal. Est-ce qu'il reste une perspective pour la défense européenne? C'est ça le cœur du sujet. Donc moi, j'ai en effet fait partie de ceux qui considéraient que c'était inutile de ce retour, qu'on avait trouvé que De Gaulle avait eu raison historiquement, dans un contexte complètement différent d'aujourd'hui. Mais qu'aujourd'hui, ça n'avait plus beaucoup de sens. Qu'on avait eu un arrangement pragmatique excellent, qu'on n'avait pas besoin de réintégrer tous les commandements intégrés, mais on n'est pas dans la situation où était De Gaulle dans les années 60. Donc il ne faut pas se relancer dans des combats du passé. Il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire d'utile aujourd'hui dans l'Afghanistan. Vous voyez ? Donc il y a une situation beaucoup plus Ceci étant dit, l'armée française est quand même relativement isolée. On voit les coupes budgétaires qu'elle va avoir à, non, elle n'est pas isolée. intégrer. Si elle était seule au sein de l'Europe, ça serait compliqué quand même. Ça ne s'est jamais passé en ces termes, même sous De Gaulle. Ça ne se présente pas en ces termes. D'ailleurs, toutes les armées européennes sont en train d'être réduites. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent pour la défense et la sécurité de l'Europe à long terme, et puis son action utile dans le monde, à la fois à travers l'instrument OTAN, à travers l'instrument défense européenne si c'est possible, à travers des coopérations bilatérales, traités franco-britanniques, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile? Je ne vais pas chercher dans ce rapport à réveiller des combats théologiques. Mais je me demande qu'est-ce qu'on peut faire d'utile. Merci en tout cas Hubert Védrine d'avoir été sur ce plateau ce soir et d'avoir répondu à nos questions en direct dans BFM Story.